Le décryptage ce matin d'Eden, c'est parti pour environ une demi-heure d'analyse sur l'actualité africaine. La situation de Laurent Gbagbo nous intéresse sur cette émission. Qu'est-ce qui va se passer au cours de la journée? La chambre d'appel de la CPI va-t-elle décider la libération de Laurent Gbagbo? Et si cela arrivait, quelles seront les implications, les conséquences de cette libération? Pourra-t-il entrer dans son pays? Quelles vont être les implications sur les activités au niveau de la classe politique ivoirienne? Le débat à faire sur cette émission. Et en deuxième partie de ce débat, la RDC également au rendez-vous. L'Union africaine qui a suspendu la proclamation des résultats. Il y a eu des doutes sur l'Union africaine sur les chiffres avancés, les résultats avancés. De l'autre côté, Martin Fayoulou, l'autre candidat de l'opposition, et qui a fait des recours, attend la décision de la Cour constitutionnelle qui pourrait également intervenir au cours de la journée ce vendredi. Voilà les deux questions abordées sur cette émission. Childéric Sessou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Vous êtes journaliste, blogueur. C'est bien cela. D'accord. En face de vous, Giovanni Kakovi. Bonjour. Merci beaucoup, chers invités. Nous allons commencer par la CPI. On était le mardi. Le mardi, les juges ont ordonné libération immédiate de Laurent Gbagbo. Les liesses populaires déjà au niveau de la CPI, les partisans de Laurent Gbagbo qui étaient à ce procès, mais également en Côte d'Ivoire, les partisans de Gbagbo, mais une liesse de quelques minutes parce que le procureur de la CPI a fait appel et Laurent Gbagbo, pour l'instant, est gardé en prison. Qu'est-ce qui pourrait se passer aujourd'hui chez les Sessou? Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Nous ne sommes pas dans le secret des dieux pour savoir ce que la chambre d'appel va décider. Donc, suite à cet appel de Fatoum Bensouda, la procureure de la CPI, toujours est-il qu'il y aura une décision dans la journée, comme c'est précisé. Alors, ce qu'il y a à retenir, c'est que la raison principale pour laquelle la procureure a décidé que cette détention puisse continuer et que la libération souhaitée par les juges, donc après ce procès, puisse prendre un peu de temps, c'est la crainte, il est important de préciser, la crainte de voir Laurent Gbagbo et son bras droit, Blegoudé, donc qu'ils prennent la fuite parce que ce n'est pas encore une fin effective de ce procès. Ce n'est pas qu'ils sont acquittés. Cela voudra dire oui qu'on ne les reconnaît pas coupables des crimes contre l'humanité, voilà, les quatre chefs d'accusation, le viol, les meurtres, les persécutions et autres chefs d'accusation. Et donc après, il va falloir que la procureure puisse étudier, parce que c'est vraiment ce qu'elle a souhaité, étudier le fond des arguments avancés par ces juges pour souhaiter la libération immédiate, il faut le rappeler, de ces deux accusés. Mais dans ce temps, le temps que la CPI va prendre pour faire cette étude, est-ce qu'il faut libérer Laurent Gbagbo et Blegoudé, en sachant bien évidemment qu'il y a cette crainte? Il est vrai que ça a fait plusieurs fois débat à la CPI et ne devrait vraiment pas être objet de crainte, mais de toutes les façons, c'est que Fatoum Bensouda pense que c'est important. Il va falloir attendre d'abord que la Cour fasse cet exercice, et ce ne sera qu'après cette étude qu'on saura s'il faut libérer effectivement Laurent Gbagbo et Blegoudé. Giovanni Kakovi, mais attendre encore pendant combien de temps quand on sait que Laurent Gbagbo arrêté en avril 2011 et transféré à La Haye en novembre 2011, 7 ans. Qu'est-ce qu'il faut attendre encore? Est-ce que ces arguments du procureur, est-ce que ça tient selon vous dans ce cas-ci, quand ils ont été déjà privés de liberté pendant plusieurs années? Non, écoutez, je ne trouve pas réellement que
ces arguments prononcés par le bureau du procureur tiennent vraiment parce que même si après l'acquittement et qu'on leur avait dit que c'était une libération immédiate, il fallait prendre du temps avant qu'ils ne se déplacent parce qu'ils ont passé pratiquement 8 ans en prison, ils n'ont plus de papier, il faut attendre qu'on leur établisse le passeport, etc. Il faudrait qu'on leur assure leur sécurité personnelle. Donc, tout cela va prendre assez de temps avant qu'ils ne quittent les Pays-Bas. Et donc, au-delà de tout ça, il faudrait dire que le bureau du procureur est en train de jouer sur le temps et avec les nerfs des accusés. Et il faut aussi rappeler qu'entre-temps, déjà, le bureau du procureur a déjà interjeté appel par rapport au verdict des juges, puis la confirmation de l'acquittement, et après, ils ont encore réinterjeté appel par rapport à la libération immédiate de ces deux accusés pour étudier réellement la méthode à suivre, notamment étudier les dossiers, etc. Mais dans le même temps, si on suit le prononcé des juges, on voit très bien qu'ils se sont appesantis sur la fiabilité des preuves, la fiabilité des sources. Il y a eu entre-temps collusion de sources, surtout entre le bureau du procureur Fatou Bensouda et l'État ivoirien, je vais dire, et le gouvernement de M. Alassane Ouattara, qui était également impliqué, dont les miliciens ou des militaires étaient également impliqués dans la crise post-électorale de 2011. Et donc, au regard de tout cela, on sentait que les juges allaient dire justice, parce qu'au-delà de tout, il faudrait être équitable dans la décision rendue. Et tout cela a concouru à la libération immédiate de ces deux accusés. Cela dit, la libération immédiate ne voudrait pas dire qu'ils sont exemptés sur le plan moral de tout ce qu'il y a eu comme exactions en Côte d'Ivoire, mais juste sur le plan juridique avec les preuves. Cela pose problème, donc les juges ont décidé d'aller vers la libération immédiate. Mais qu'est-ce qui explique ou qu'est-ce qui fait la complexité de ce dossier, les charges qui pèsent contre les deux? C'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont acquittés et autres. Dans avec le débat, c'est qu'il y a beaucoup d'autres observateurs qui pensent aussi que ce qui s'est passé en 2010, la responsabilité ou la culpabilité ne devait pas revenir seulement à un camp donné et autres. Est-ce que ce n'est peut-être pas ce qui justifie aujourd'hui la complexité de ce dossier, ce procès ouvert depuis 2016 qui finalement est en train de prendre ses allures? C'est une possibilité, il faut préciser, vous savez, ce qui s'est passé, vous l'avez rappelé, en Côte d'Ivoire pendant cette période 2010-2011, on ne peut jamais passer inaperçu cette guerre civile, si on peut le dire ainsi, qui a entraîné, qui a eu comme conséquence plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire. On a vu des Ivoiriens qui ont fui le pays. Vous savez, c'est une réalité. On n'a pas besoin de la Cour pénale internationale pour montrer qu'effectivement, il y a eu une situation qui n'a arrangé ni Ivoiriens, ni habitants d'autres pays de la sous-région, parce que ces pays également ont subi en griffe les conséquences, ont reçu contre volonté ou bien évidemment avec leur volonté ces habitants. Donc, il y a eu des faits. Sur les faits, c'est qu'il y a eu une situation donnée. Qu'est-ce qui a causé ces faits? Laurent Gbagbo, donc après élection, n'a pas été déclaré vainqueur, qui n'a pas voulu. Je me base. N'a pas été déclaré vainqueur par la commission électorale. Très bien. Je me base sur les faits. Mais la Cour constitutionnelle l'a déclaré vainqueur. Mais qui n'a pas voulu, donc c'est le pouvoir. C'est ça qui a engendré cette crise. Mais est-ce que Laurent Gbagbo, avec son camp, était seul? On ne se bat pas seul. C'est en face de soi, il faut qu'il y ait un adversaire. Et donc, s'il y a eu des morts, c'est dit que l'adversaire également a une responsabilité dedans. Mais aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara, depuis 2011 et en 2016, réélu et voté au palais,
il est président de la République. Il a à l'Assemblée nationale la majorité. Il aspire avec ce qu'on apprend et possibilité de revenir et autres, même si les tests ne le permettent pas. Donc, il n'a pas ce souci. Mais au sein de la population, vous savez, ça continue. La plaie est toujours béante au sein de la population de savoir que un leader charismatique comme Laurent Gbagbo, qui, je me permets de le dire avec cette expression, n'est pas n'importe qui en Côte d'Ivoire, quand on sait qu'il s'est opposé à la France avec une gestion, d'accord, vraiment parcours, particulière, et son parcours aussi, vous le voulez bien. Et quand on voit Laurent Gbagbo prendre la parole depuis, donc il a été enseignant, responsable d'association, syndicaliste, et a été porté à la tête de ce pays, c'est dire que quelqu'un... Et aussi avec la question donc de l'identité, de la nature d'Ivoirien vrai, c'est vrai, on ne va pas revenir d'ivoirité si vous voulez, qu'on ne va pas revenir là-dessus, mais c'est des aspects qui amènent beaucoup d'Ivoiriens donc à avoir un amour, je me permets de le dire, pur pour cet homme. Et quand on sait qu'il n'est pas libre, ça fait vraiment mal. Et on a eu la preuve lorsque l'acquittement a été prononcé. Vous l'avez rappelé, c'est une liesse totale en Côte d'Ivoire. Mais en face, est-ce que vous savez que dans l'exercice du travail que nous faisons, on a bien voulu après donc, ce verdict interroger des communautés ivoiriennes qui sont enfin membres de cette communauté au Bénin dans certains quartiers, mais beaucoup n'ont pas voulu répondre aux questions. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas d'accord. La preuve, je crois, hier, dans le nord de la Côte d'Ivoire, il y a eu des manifestations contre cette volonté, cette libération annoncée. C'est dit que tout le monde n'est pas d'accord. C'est déjà la preuve que si déjà au niveau de la population, dans le pays, dans d'autres pays de la sous-région, il y a cette difficulté, il y a cette divergence au niveau des points de vue, soyons également, comprenons qu'à la CPI, qu'il y a également cette difficulté à pouvoir donc dire c'est elle qui est responsable et que ce n'est que lui qui soit responsable et pas l'autre. Et donc il va falloir amener les preuves nécessaires, Giovanni l'a rappelé, pour démontrer qu'effectivement, ce qu'on reproche à Laurent Gbagbo, à Blé Goudé, qui sont vraiment les coupables et les seuls coupables. C'est ça la vraie question. Et aujourd'hui, difficile de dire que Laurent Gbagbo ou Blé Goudé, ça s'arrête à ces deux, parce qu'ils ne se sont pas battus contre eux-mêmes. Il y a eu un camp en face. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce camp? C'est des vérités qui fâchent en Côte d'Ivoire. Voilà. D'accord. Avant de revenir à ces aspects qui concernent la réconciliation, c'est vrai que beaucoup parlent des démarches, des actions initiées par Alassane Ouattara, le régime, sous ces 2 mandats, pour ce qui concerne la réconciliation dans le pays. Mais avoir tous ces aspects que vous avez évoqués, c'est à croire que ces efforts n'ont pas porté encore les fruits dans le pays. Mais avant cela, avant de parler de ça, le débat reste un débat juridique. Et puis, les praticiens du droit en parlent. Certains estiment quand même que si on a prononcé l'acquittement, pourquoi alors continuer à les garder en prison si déjà on a prononcé l'acquittement? Voilà, il y a cette tendance, mais il y a l'autre tendance aussi qui se range derrière les raisons évoquées par Fatou Bensouda, procureur de la CPI. Je ne suis pas praticien du droit, mais je pense que du moment où le bureau du procureur a interjeté appel et que la CPI est une cour spéciale, les prévenus ou bien les accusés devaient toujours être en détention. C'est une possibilité parmi tant d'autres. Parce que je l'ai évoqué tout à l'heure, ils n'avaient pas de papier, etc. Donc, il fallait quand même avoir leur disponibilité. Quand je fais une sorte de parallélisme avec le cas de Jean-Pierre Bemba, quand on a prononcé son acquittement juste quelques heures après, il s'est envolé vers la Belgique et plus tard vers son pays natal. Et donc, c'est tout un processus, surtout avec la CPI qui est une cour spéciale, qui a également son processus de fonctionnaire, etc. Donc, il faudrait prendre en compte tout cela avant de comprendre réellement. C'est vrai que c'est véritablement complexe le mode de fonctionnement de la CPI. Et en même temps, Chidéric le disait tout à l'heure, il y a eu la justice des vainqueurs. Et
parce qu'il y a justice des vainqueurs, il ne peut y avoir réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Je rebondis en même temps. Hein. Il ne peut y avoir réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que les partisans de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé estiment que le camp d'Alassane Ouattara n'a pas également répondu devant les juridictions et que tout au moins l'un des chefs, peut-être l'un des Comzones ou même le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, qui a été à la tête des rebelles, devait être aussi traduit devant la justice internationale. Mais ce qui n'est pas le cas. Et donc, cette libération, cette décision de la CPI a véritablement fâché certains défenseurs des droits humains, mais également certains Ivoiriens, ça c'est clair. Mais il y a aussi des scènes de liesse populaire dans plusieurs quartiers d'Abidjan. Et la réconciliation nationale ne devrait pas, je ne pense pas qu'avec la libération de Laurent Gbagbo, il y aura réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Pour qu'on puisse aller à la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, il faudrait tout au moins, renouveler la classe politique. C'est vrai que ce sont des sacrifices à faire. Il faudrait un renouvellement total de la classe politique ivoirienne avec de nouveaux visages, avec de nouveaux paradigmes de gestion de la chose publique afin que les Ivoiriens acceptent ce qui s'est passé. Nous prenons le cas du Rwanda, ils ont su oublier le passé, prendre exemple sur le passé pour préparer leur présent et leur futur. Et donc, il faudrait quand même que la Côte d'Ivoire prenne exemple sur le Rwanda afin d'aller de l'avant. Parce que tout le temps, ils vont estimer, l'un des camps va estimer que l'autre camp est ci et ça. Et vous-même, vous voyez très bien que ces 2 dernières années, il y a brouille entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara. De sainteté, comme voilà, on le dit, Guillaume Soro qui estime qu'après Alassane Ouattara, lui, il devrait être il est le dauphin de Alassane Ouattara, ce que le président l'a laissé croire plusieurs années durant. Et il a promu d'autres personnes à sa place. Et de plus en plus, le langage de Guillaume Soro est en train de changer. Il est en train de tendre la main en quelque sorte au FPI de Gbagbo. Il est en train d'aller vers Bédié, l'ancien président, et en train de faire volte-face au président Alassane Ouattara. Donc, en gros, même la justice des vainqueurs n'a pas profité aux vainqueurs. Ils sont en quelque sorte tombés dans leur propre piège et sont en train de subir les conséquences de leurs propres actes qu'ils ont posés entre-temps. Mais si vous me permettez, c'est sur la question de la réconciliation, contrairement à Giovanni Kakpovi, je pense que la libération effective de Laurent Gbagbo serait déjà un début pour cette réconciliation. Parce que qu'est-ce que les Ivoiriens veulent? Qu'est-ce qui fâche vraiment les Ivoiriens? C'est la détention, enfin, dans une certaine mesure, de leur leader charismatique. Quand on l'a évoqué tous sur ce plateau, pourquoi Laurent Gbagbo et pourquoi pas Alassane Ouattara? C'est également le nœud de plusieurs réflexions à Abidjan et dans d'autres grandes villes de la Côte d'Ivoire. Et donc, si déjà Laurent Gbagbo arrive est libéré, si Blé Goudé est libéré et qu'il rentre effectivement en Côte d'Ivoire, encore que ce ne serait pas si aisé parce qu'il y a d'autres affaires qui l'attendent également. Il est même condamné par voilà, à 20 ans d'emprisonnement. Mais je pense que si déjà ils peuvent retrouver leur liberté, ce sera une satisfaction, d'accord, interne au niveau donc de ce camp, de la famille du FPI, des Ivoiriens donc, qui sont donc de cette grande famille de Laurent Gbagbo, famille politique, je veux dire. Bien entendu. Et le juste fait que Laurent Gbagbo également, si c'est possible et qu'il accepte, donc on a l'habitude de parler de pardon, Guillaume Soro l'a évoqué également, s'il pardonne et qu'il appelle les Ivoiriens donc à suivre la direction qu'il aurait choisie, je pense honnêtement que ça aura un impact qu'on ne pourra pas balayer du revers de la main si facilement. Mais justement, parlant de cela, c'est vrai qu'avec Simone Gbagbo, elle a été libérée en août 2018, après l'amnistie prononcée par le président Alassane Ouattara, on sent que c'est des efforts, c'est des actions qui vont en faveur de la réconciliation dont nous parlons justement. Mais quand on prend le cas de Gbagbo, vous avez suivi la réaction, la sortie du gouvernement
ivoirien, vous avez suivi un peu. J'ai comme l'impression qu'on est en train de remettre encore un peu le couteau dans la plaie parce que le régime qui revient sur les victimes et qui parle des victimes de cette situation, est-ce que ce n'est pas une façon de ramener les souvenirs? Est-ce que ce n'est pas un discours qui en réalité ne favorise peut-être pas? Non, justement, c'est juste un communiqué laconique et un communiqué qui vise à jouer sur l'émotion. Et vous avez vu qu'après le communiqué, il y a eu des scènes de manifestations contre cette décision, etc. Donc, les populations qui ont été victimes des exactions du camp du président Gbagbo vont estimer que voilà que Alassane Ouattara pense à eux, pense à elle, etc. Et donc, pour les prochaines échéances électorales, vous reconnaissez très vite la trajectoire à suivre. C'est juste un communiqué émotif pour jouer sur l'émotion des victimes. En même temps, je m'étonne de ne pas lire dans ce communiqué que le gouvernement ne dise pas, par exemple, certains des hommes de notre camp aussi ont été envoyés à la justice, sont devant la justice ivoirienne, etc., où le procès suit son cours, etc. Mais c'est juste un imbroglio qu'on n'arrive pas à comprendre. Et c'est juste une action politique pour, avec ses retombées plus tard. Le gouvernement ou bien la présidence ivoirienne ne vise pas tout de suite. C'est pour les prochaines échéances. Encore qu'il y a des crises concernant les élections communales de la dernière fois qui sont toujours latentes. Et donc, il faut profiter de cette décision de la CPI afin d'avoir encore beaucoup plus de partisans et de personnes. J'y vois également un peu plus une couleur politique donc, dans ce communiqué, parce que la décision des juges de la CPI, ce verdict, vous savez, est tombée quand? Nous sommes en 2019 et 2020 est déjà très proche. En termes d'élection, il faut se préparer. Et ce n'est pas à la veille d'une élection qu'il faut commencer par affûter ses armes. On a vu le FPI divisé pendant donc, les législatives et même les communales. FPI avec deux têtes, mais il y a une partie qui n'a pas voulu aller aux législatives. On a vu les conséquences. Et Laurent Gbagbo, sur pied, libre de ses mouvements, ce sera un grand coup, un encouragement. Ce sera un bénéfice plutôt pour ce FPI. Ce sera une grande avancée. Voilà, pour, ce sera la réconciliation des ailes dissidentes. Parce que la fin Guessara me rappelait qu'avec la libération de l'allégeance, il va retourner. Donc, c'est dit que l'avenir du FPI est vraiment radieux, contrairement à ce que nous avons hier et aujourd'hui. Et cela voudra dire que les prochaines, la présidentielle qui s'annonce ne sera pas comme les législatives. Et donc, tout ne sera pas facile, tout ne sera pas rose. Et dans ce schéma, une éventuelle libération de Gbagbo, est-ce que vous le voyez candidat en 2020? Est-ce que Laurent Gbagbo lui-même souhaite être candidat? Honnêtement, sur le plan juridique, je ne sais pas si c'est possible, je n'ai pas pensé à la chose, mais est-ce que l'homme même souhaite être candidat? Moi, je ne voudrais pas que Laurent Gbagbo revienne, mais qu'il soit un leader qui donne des instructions, qu'il soit un leader qui arrive par ses instructions, par ce qu'il va faire sortir, par ses discours, qu'il puisse vraiment arriver à bouger les lignes et faire profiter cela à quelqu'un, un autre leader qu'il aurait choisi ou que les sympathisants, les partisans auraient choisi pour que celui-ci porte l'étendard de ce parti, le FPI, et lui derrière pour donner les instructions. Ça aura un grand impact, un impact positif, et c'est la crainte, à mon avis, du RDR, le communiqué. Oui, c'est le communiqué du gouvernement, mais derrière, c'est la politique, c'est le RDR qui s'exprime, et on pense, à mon avis, également à 2020. Visiblement, est-ce qu'on veut le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire? Non, il faut se demander qui veut le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. C'est vrai que les chancelleries occidentales ont remis en cause depuis l'année dernière, je crois, la gestion d'Alassane Ouattara sur plusieurs points.
Et l'année dernière, en fin d'année pratiquement, Alassane Ouattara a totalement changé les commandants de zone, les chefs d'état-major, etc. Il a totalement revu la garde, je vais dire, prétorienne de la République ivoirienne. Et donc, je préfère aussi Laurent Gbagbo dans un style ou bien dans un job de quelqu'un qui fédère, qui accompagne, même si il n'est plus, je ne le vois pas capable, enfin juridiquement, de se présenter parce qu'il y a une peine de 20 ans qu'il attend en Côte d'Ivoire. On ne sait pas si Alassane Ouattara va commuer cette peine ou le gracier. C'est des choses qu'on verra peut-être plus tard. Mais il y en a qui sont également impliqués dans ce dossier, mais qui ont été déjà libérés par l'amnistie prononcée par Alassane Ouattara. Justement, ça dépend des personnes, voilà. ça dépend des profils. Tout le monde n'a pas connu. C'est dit peut-être que, bon, il peut bel et bien être gracié. Je ne crois pas. Ce serait je sais pas, peut-être une naïveté de qu'Alassane Ouattara commettrait s'il graciait véritablement Laurent Gbagbo. Mais en même temps, s'il le faisait, ce serait vraiment un acte de réconciliation nationale et ça va beaucoup plus lui profiter qu'autre chose. Mais en même temps, nous sommes en politique et des choses, enfin des actes, beaucoup d'actes sont imprévisibles. Et justement, mais est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas lier entre les actes posés, la façon dont les dossiers ont évolué avec l'actualité, la libération de Simone Gbagbo en août, et puis en janvier, on a commencé à parler d'une libération de Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qu'on peut lire derrière tout ceci? Parce que là, ça peut répondre à un plan peut-être que vous et moi, on ne perçoit peut-être pas encore. Peut-être, mais la libération de Laurent Gbagbo était déjà dans les starting blocks depuis fort longtemps. On a remis en cause les preuves apportées par le bureau du procureur, etc. Et la libération de Simone Gbagbo répond à une certaine logique également politique. Qui était condamné pour 20 ans. Donc voilà, 20 ans également. Et quand elle était sortie, elle a rendu grâce à Dieu, remercié le chef de l'État, etc. Donc, ça pourrait être cela, un plan inavoué d'une quelconque chancellerie, on ne sait pas. On a vu le cas de Jean-Pierre Bemba qui finalement n'a pas participé à l'élection, mais a fait participer à l'élection quelqu'un qu'il a bien voulu voir président. Donc, dans tous les cas de figure, on peut aussi voir une chose pareille en Côte d'Ivoire. Le débat, oui. Sinon, rapidement, je voudrais plutôt considérer tout ceci comme une bonne nouvelle, comme le souffle dont a besoin le système de réconciliation qui est toujours en cours, le train de réconciliation, le carburant dont ce train a besoin pour que ça puisse vraiment fonctionner, que ce soit le même jour, que ce soit dans la même période et autres. L'essentiel, c'est que les partisans du FPI, les Ivoiriens qui sont vraiment avec Laurent Gbagbo, qui sont avec la famille FPI, puissent dire, oui, effectivement, on nous a fait mal, mais par rapport à telle chose, on a une petite satisfaction et ça pourrait vraiment réduire le mal, d'accord, que ça fait à toutes ces personnes. Et je pense que ça pourrait participer, contribuer à l'effectivité de cette réconciliation. Merci à vous, chers confrères. Ce n'est pas fini. L'autre sujet au menu de ce décryptage, c'est la situation en RDC. Vous le savez très bien, depuis hier, la soirée d'hier, la décision de l'Union africaine à propos de la proclamation des résultats, l'Union africaine qui suspend la proclamation des résultats en RDC. Le contexte, vous le savez très bien aussi, avec la victoire annoncée sur les résultats provisoires par la CENI, la victoire de Tshisekedi, avec beaucoup de réactions, des recours de l'autre opposant, Martin Fayoulou. Et puis voilà, cette décision de l'Union africaine. Mais ma première question, est-ce que c'est vrai que cette décision de l'Union africaine a été appréciée par la communauté internationale et surtout la presse belge ce matin qui trouve que pour une fois les chefs d'État africains sont dans la bonne direction. Mais est-ce que l'Union africaine a habilité à interdire la suspension des résultats d'une élection dans un pays? Je crois que l'Union africaine est une organisation supranationale, régionale, donc elle envoie même des observateurs sur le terrain pour les élections. Donc je trouve je crois même que c'est dans ses prérogatives de demander de telles choses. Mais en même temps, il faut dire que la CENI a proclamé son résultat. Le ministre de la Communication, Lambert Mende, a estimé qu'il faut laisser la Cour constitutionnelle proclamer le résultat et vider les recours. La CENCO a dit qu'elle connaît plutôt déjà le vainqueur de cette élection, Martin Fayoulou, qui revendique plus de 60% des voix.
Et c'est dans un imbroglio politique que nous sommes. Mais il ne faut pas voir aujourd'hui. Il faut plutôt voir depuis le choix du dauphin de Kabila. Pourquoi Kabila l'a choisi? Et pourquoi pas quelqu'un comme l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon? Pourquoi pas quelqu'un comme Lambert Mende qui ont du charisme, qui ont accompagné Joseph Kabila pendant plusieurs années et qui ont quand même de l'adhésion populaire, etc. Et pourquoi il ne les a pas choisi, il a plutôt choisi quelqu'un qui a été ministre de l'Intérieur, secrétaire, etc. Lui aussi, il était dans une dynamique de manipulation de l'opposition. Et la famille Tshisekedi rêvait du pouvoir depuis plus d'une vingtaine d'années. Et donc, c'est l'occasion rêvée pour Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe de prendre le pouvoir. Rappelons aussi que Vital Kamerhe est un transfuge de l'opposition politique congolaise. Tantôt il est dans l'opposition, tantôt il vient dans la mouvance. Et même au sein du parti de l'UDPS de Félix Tshisekedi, il y a eu deux premiers ministres, je crois, Sami Badi Banga et Bruno Tshibala, qui ont été premiers ministres et qui sont repartis dans l'opposition, qui ont été mis de côté. Et donc, c'est autant de raisons, c'est autant de faits qui me poussent à dire que c'est une manipulation politique. Et vous lisez aussi un arrangement entre le camp Tshisekedi. Voilà, parce qu'à quelques heures de la proclamation des résultats, un quotidien belge, La Libre Afrique, écrivait déjà qu'il y a des rencontres entre le camp de Joseph Kabila et puis le camp de Tshisekedi Kamerhe. Et ce n'est quand même pas anodin que les deux transfuges de l'opposition politique congolaise quittent l'accord de Genève, je crois, l'accord de l'Institut de Kofi Annan. C'est quand même bizarre. Et qu'on vient nous dire que c'est parce que les militants ont estimé que Fayoulou n'est pas représentatif, etc. Mais ça fait bizarre. Mais pourquoi aller revenir et faire encore une coalition alors que vous refusiez une coalition entre-temps? Et donc, c'est des paradoxes. Tshisekedi anticipait sur les résultats parce qu'il voulait véritablement gagner ces élections-là. Et nous voilà devant le fait accompli. Il y a, me semble-t-il, selon les différents résultats prononcés, il y a manipulation des votes, etc. Et dans le même temps, n'oubliez pas qu'ils ont utilisé une machine électronique alors que plus de la moitié de la population est analphabète. Comment est-ce que des gens analphabètes vont pouvoir utiliser un matériel électronique pour pouvoir voter? Donc, c'est autant de faits, de raisons qui poussent à dire que tout était préparé à l'avance par le camp de Joseph Kabila. Mais on a quand même eu un temps fou pour organiser ces élections avec le mandat bonus du président Kabila et tout. Comment se fait-il qu'on se retrouve encore dans une situation pareille, un imbroglio total? Même si on a organisé les élections dans un temps relativement court et que cette question devrait se poser, à mon avis, ça allait se poser. Écoutez, malheureusement, je vais le dire de cette façon, nous sommes en Afrique. Malheureusement, en Afrique, dans pratiquement tous les pays, donc sur le continent, c'est quand il y a élection, il doit toujours avoir contestation. Vous êtes d'accord avec moi? Et malheureusement, la plupart de ces contestations ne portent pas de fruits. La Cour constitutionnelle, vous allez le suivre, loin d'être un prophète, va confirmer ces résultats. Je voudrais me réjouir, pas en tant qu'Africain, de ce que finalement on a eu cette élection en RDC. C'est un aspect très important. Parce que, vous l'avez dit, plusieurs reports. Joseph Kabila, qui en a profité, qui a réussi à repousser l'organisation de ces élections au moyen de plusieurs arguments, sécurité, le manque de moyens financiers et beaucoup d'autres choses. Mais je n'ai pas cru, et je l'ai dit, à une semaine le dernier report, qu'il y aurait vraiment cette élection, mais la République démocratique du Congo, peu importe tout ce qu'on va dire, a réussi sur ce coup. Sur ce coup de façon ponctuelle, parce que je vous explique, depuis 1960, vous savez que c'est la première fois que la RDC offre ce cadeau au continent africain. C'est la toute première fois. Et à son peuple d'ailleurs. Et à son peuple.
Depuis Joseph Kasavubu, donc après 1960, comme je disais, il n'y a jamais eu alternance comme cela se doit. Soit c'est l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, oui, soit c'est par coup d'État, Mobutu, soit c'est que le bonhomme, excusez, vient et s'impose pour revenir. Mais cette fois-ci, on voit Félix Tshisekedi qui, après une élection, est déclaré, en tout cas pour l'heure, au regard des résultats provisoires, est déclaré vainqueur. Cela voudra dire que c'est une alternance claire, pure, à mon avis, et loin des aspects d'entente entre l'opposition, enfin entre le pouvoir en place et Tshisekedi et autres. C'est déjà une avancée. Moi, je me réjouis. Démocratique voilà. qu'on est. Mais en même temps, le piège. Permettez. Alors, mais dans le même temps, et ce serait toujours dans la même logique, une entente entre Kabila et Étienne Tshisekedi, en tant qu'Africain, devrait nous réjouir. Pas parce que Kabila a été un bon président, mais parce qu'aujourd'hui, Kabila n'est pas accepté par la communauté internationale. Kabila a eu de sérieux problèmes compte tenu de sa gestion avec la Belgique. Plusieurs décisions ont été prises, interdiction de déplacement, ainsi de suite, passeport retiré pour plusieurs cadres congolais. La France également n'est pas d'accord avec ces élections. D'accord, par l'élection de Félix Tshisekedi, parce qu'à mon avis, elle n'a jamais été également d'accord avec la gestion de Joseph Kabila. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui n'est pas accepté, mais c'est ce probable accord dont nous n'avons pas les preuves, qui est en train de fâcher. Et si on doit continuer dans la logique d'avoir un président qui ne sera pas accepté par la communauté internationale, parce que cette communauté se base uniquement sur des raisons qui, à mon avis, des arguments qui, à mon avis, ne nous encouragent, enfin, ne nous aident pas en tant qu'Africains, mettre en place des systèmes pour piller les ressources. Si ce ne serait que ça, je suis d'accord qu'il y ait cet accord, permettez la tautologie, mais justement, et que Étienne Tshisekedi prenne le pouvoir. Non, mais justement, ici, Félix, je veux dire. Quand on parle de démocratie, c'est la voix du peuple, il faut l'expression du peuple. Ce qui s'est passé, vous savez, quand on parle de manipulation pour des élections générales qui sont déroulées le même jour, présidentielles, législatives et autres, et que la commission annonce Tshisekedi vainqueur, la présidentielle, et qu'au même moment, pour les législatives, Martin Fayulu arrive à dépasser largement le siège obtenu par. Est-ce que tout ça ne prête pas aussi à confusion? Voilà, c'est ça aussi. Voilà, c'est un paradoxe qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre. Parce que dans le même temps, pour les législatives, le camp de Kabila est arrivé majoritaire. En tête avec donc, 250, autour de 250 sièges. Si Tshisekedi est confirmé par la Cour constitutionnelle, il va devoir gérer avec le camp de Kabila. C'est clair. Pourrait confirmer. Voilà, l'entente. Et c'est clair qu'il ne va pas avoir la main pour fermer certaines vaches à lait du camp Kabila. Donc, c'est cela qui confirme en plus l'accord qui serait fait entre les deux personnalités. Maintenant, à quelques jours, je crois, de l'élection présidentielle, on a estimé qu'on ne peut pas organiser les élections dans le territoire de Béni à cause de Ebola, etc. Alors que sur le territoire de Béni, il y a 1 million d'électeurs. Et l'opposition, chapeautée par Bemba et Katumbi, ont leur base arrière électorale dans cette région. Et donc, c'était clair que s'il y avait élection, le camp de Fayulu allait prendre la tête dans cette région. Puis après, Tshisekedi, je n'ai pas comprendre l'alchimie qu'il a utilisée pour venir à tête du candidat porté par Bemba et Katumbi. Parce que ce sont des opposants, des gens charismatiques qui arrivent, même par le déplacement. On a vu en Zambie, quand ils devaient entrer en République, nous avons vu
l'alliance populaire qui accompagnait sa présence, juste sa présence. Comment expliquer que quelqu'un comme Tshisekedi arrive à donner une opinion à ces deux personnalités, je vais dire Bemba et Katumbi, leur ravi la vedette. C'est une question épineuse et il faudrait aller chercher véritablement. On ne connaît pas les clauses de l'accord entre Tshisekedi et Kabila. Donc il serait très difficile de dire ce qui va se passer dans les prochaines années. Mais justement, j'allais vous poser la question. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans ce mélange, dans ce imbroglio que nous constatons? De toute façon, ça arrange pour le moment Kabila. Oui, et je trouve également que le plus important, c'est que la paix revienne en RDC. Parce que si Tshisekedi va vouloir envoyer Kabila ou bien des personnalités du camp Kabila devant la justice, ce serait autre chose. Il ne pourra pas gérer. Parce que même au sein de l'UDPS, il ne fait pas l'unanimité. Donc, il va devoir pouvoir mettre son charisme au profit des populations de Béni, des régions qui connaissent la guerre, les conflits, pour arriver à mettre fin au conflit en RDC. Ce sera très difficile. Je ne crois pas qu'il puisse y arriver réellement parce que Kabila, qui est un militaire de formation, n'a pas pu le faire. Et je ne crois pas que c'est quelqu'un qui dit-on, a un faux diplôme ou qui a fait ses études en Belgique qui va arriver à le faire. Ça, il sera très difficile. Et sur cet aspect, vous savez, le calme qu'on aurait souhaité, et que peut-être un jour on aura en RDC, n'est pas uniquement, sinon le moins ne serait pas seulement la gestion, une bonne gouvernance politique. Non, pas du tout. La RDC, c'est un pays atypique. La RDC, vous savez, est tellement grande que je me demande si les dirigeants arrivent vraiment, d'accord, à maîtriser le territoire national. C'est une grande interrogation. Vous vous rappelez comment Laurent Désiré Kabila a réussi à avoir à se faire, enfin, à démettre Mobutu en son temps. C'est avec l'aide donc des pays limitrophes. Soudavdra dit que la RDC est vraiment vulnérable. Et jusqu'à aujourd'hui, je parie que c'est le cas. Parce que dans les régions Béni et autres que Giovanni vient de citer, ces régions sont régulièrement pénétrées par des forces extérieures, d'accord, par des rebelles qui arrivent donc à avoir raison des populations dans ces zones, malgré les missions ONU, tout ce que vous savez. Mais dans ces régions, il y a ces rebelles qui ont toujours leur mot à dire. Et donc, ce ne sera pas une bonne gouvernance politique qui va régler ce problème. C'est la paix plutôt avec la population, ceux qui sont fâchés dans cette zone. La satisfaction des désidérata. Et puis, le fait de détenir cette ressource dans le sous-sol congolaise, c'est en même temps, et vous le savez, en même temps un avantage, mais en même temps, ça a ses conséquences, parce que tout le monde veut partager, tout le monde veut avoir accès à cela, même ceux qui ne sont pas congolais, même ceux qui ne sont pas africains, qui sont prêts à mettre des moyens pour qu'il y ait bruit dans une région donnée, pour qu'ils puissent profiter de ces ressources. Donc il faut semer plus la confusion, donc, la division pour mieux exploiter. Merci beaucoup. Donc c'est des questions réelles. Et ce sera difficile de mettre fin à ces réalités dans ces zones de la RDC qui toujours constituent des obstacles pour les élections, pour la paix et tout ce que... C'est vrai qu'il y a une question aussi, très rapidement, la RDC avec une opposition particulière. Ah oui, on se demande comment font les opposants de ce pays-là, de ce gigantesque pays-là. Katumbi a été partisan, un ami de Joseph Kabila. Il a financé plusieurs fois sa campagne, même sa gouvernance, juste parce que, je crois que la brouille est venue en 2016-2018, juste parce que Kabila voulait revenir. Katumbi prenait également. Alors, qu'est-ce qui explique en fait ce jeu de transfuge, une opposition qui pourrait quand même rester soudée pour affronter Kabila, mais malheureusement, voilà ce à quoi on assiste. C'est un manque de vision et ce n'est pas seulement propre à la République démocratique du Congo, c'est un manque de vision, à mon sens, un manque de vision politique et les acteurs politiques pensent plutôt
à leur propre évolution dans l'arène politique. Au fur et à mesure, ils veulent avancer, leur pignon et aller gravir les échelons. Et un manque de volonté entretenu par l'intelligence de celui qui est au pouvoir. Kabila a réussi, vous l'avez rappelé, Giovanni, Joseph, enfin Matatania, Ponyo et des noms. Il y a plusieurs cadres de l'opposition que Joseph Kabila a réussi à retirer, à les faire nommer, ainsi de suite. Et Vital Kamerhe qui aujourd'hui est avec Étienne, non pas Étienne, Félix Tshisekedi, Étienne, avec Félix Tshisekedi, a pendant plusieurs années collaboré avec Joseph Kabila. Je me demande même si l'accord dont on parle ne part pas de là. Si aujourd'hui on voit Vital aux côtés de Félix Tshisekedi, je me demande comment ça a été vraiment fait. Est-ce que Joseph, dans sa logique d'arranger les choses, n'a pas préparé cette réconciliation entre l'UDPS et Vital Kamerhe? C'est des questions qu'on se pose qui, peut-être, on n'aura vraiment pas de réponse. Le dénouement de cette situation, c'est wait-and-see simplement. Nous espérons bien que l'Union africaine pourra aller loin, rester fidèle à cette logique-là, pour que la voix du peuple sorti des urnes soit respectée en RDC. Mais de l'autre côté, pour ce qui est de la libération, l'éventuelle libération de Laurent Gbagbo, nous attendons aussi la décision de la Chambre d'appel de la CPI. C'était l'instant décryptage sur Matin Eden avec Childéric Sessou, journaliste, blogueur spécialisé actualité africaine. En face de lui, c'était Giovanni Kakovi aussi, journaliste et blogueur. Merci.